Bonjour à tout le monde. Un plaisir de modérer ce panel de haute facture qui regroupe deux pays frères, la Mauritanie et le Sénégal. Tout d'abord, je félicite la délégation mauritanienne ici présente depuis dimanche et j'espère que le séjour se passe extrêmement bien et que les conclusions de ces travaux auront des lendemains meilleurs en termes de facilitation des échanges, comme le thème qui nous lie ce soir par rapport aux deux secteurs privés. Je félicite d'abord les organisations pour le choix de ce thème qui ressemble d'une grande pertinence dans un contexte présent, marqué par le renforcement de l'intégration commerciale du continent qui constitue un objectif commun pour nos deux pays. Je voudrais d'ailleurs rappeler que son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a su cette année la présidence de l'Union africaine. Cette dernière a décliné les aspirations du continent en matière d'intégration dans son agenda 2063, dont la vision est celle d'une Afrique intégrée, prospère et en paix, générée par des hommes et des citoyens, représentant une force dynamique dans l'arène internationale avec un marché de plus de 1 milliard d'habitants. En 2018, nous avons franchi une étape importante avec la signature de l'accord portant sur la création de zones de libre-échange, qui est rentré en vigueur un an plus tard, le 30 mai 2019. À travers ces protocoles, qui couvrent un éventail de domaines économiques, dans le domaine des marchandises, services, propriété intellectuelle, investissement, concurrence, commerce numérique et inclusion économique. La ZLECAf a le potentiel de contribuer à générer de la valeur ajoutée sur le continent avec tous les avantages qu'elle apporterait en termes de diversification économique, de revenus plus élevés et de meilleurs emplois. Une fois pleinement mise en œuvre, elle devrait permettre d'augmenter le commerce intra-régional passant de 15 à 16% à 25% en 2040. Elle pourrait également augmenter les revenus dessus de 7% d'ici 2035 avec une création d'emplois estimée de 30 millions d'emplois par an. Cependant, pour ces attentes qui se réalisent, nous avons besoin de relever un certain nombre de défis en commun afin que nos deux secteurs privés respectifs puissent pleinement tirer profit des opportunités offertes par le marché de libre-échange. D'ailleurs, dans ce cadre qui s'inscrit, j'ai vu solennellement des acteurs du secteur privé de l'ensemble des pays qui composent notre espace de libre-échange, en particulier la Mauritanie et le secteur privé sénégalais, de continuer à œuvrer pour bénéficier des opportunités qu'elle pourrait tirer des opportunités de la ZLECAf. L'objectif de cette session qui se présente aujourd'hui est de discuter sur les défis et les perspectives de la ZLECAf, notamment pour nos secteurs privés respectifs. Elle se déroulera en 3 parties avec des contributions d'experts présents ici, aussi bien du secteur public que du secteur privé. La première portera sur comment faire du secteur privé un accélérateur de l'intégration économique. Elle sera co-animée par le président Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, de M. Mohamed Ould Wadid, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Mauritanie. La deuxième traitera des défis et les perspectives du marché commun africain. Elle sera traitée par M. Ansous Soubas Badji, directeur du commerce extérieur du Sénégal, et de M. Mohamed Lemine Waïda, directeur du commerce extérieur de la Mauritanie. Enfin, nous discuterons de la troisième partie sur comment faire de la ZLECAf une réelle opportunité pour les secteurs privés, sénégalais et mauritaniens, avec notre cher ami Dr Moubarak Lo, ingénieur statisticien et économiste, que je salue au passage, et M. Mohamed Sidi Mohamed Ben Cheikhoum,
administrateur GDS Africa. Donc pour la première partie, sans plus tarder, j'invite le président de la Chambre de commerce, M. Sow, et comme il est encore présent, peut-être je vais donner la parole à Mohamed Boudbadi pour nous parler de manière générale comment mobiliser le secteur privé des deux pays à saisir les opportunités de cette zone de libre-échange. Donc je vous donne la parole, Monsieur le Président, pour discuter un peu des opportunités que vous pouvez tirer de cette marché commun. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wa salamu ala Nabiyyil Karim. Messieurs les panélistes, honorable assistance, j'ai l'insigne honneur et le grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au nom de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, dont je suis directeur support, pour participer à la mise en émergence d'un certain nombre de points liés à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui revêt quand même une importance particulière. Mais avant de commencer le sujet lui-même, je voudrais d'abord féliciter l'initiative d'organisation de cet important forum qui a été particulièrement riche à travers les différentes thématiques vraiment actuelles et à jour qui, je l'espère, permettront justement de booster la coopération, mais surtout de renforcer la position mauritanienne et sénégalaise et le raffermissement du développement des deux pays, frères, amis, voisins, et je ne pourrai limiter les qualificatifs concernant les relations séculaires de fraternité et de bon voisinage qui lient ces deux pays frères, disais-je tout à l'heure. Vous allez me permettre seulement pour corroborer cela de souligner deux aspects. D'abord, c'est d'adresser solennellement et en votre témoignage tous, et toutes bien entendu, puisque généralement on dit que si le pluriel peut rassembler tous, mais je n'oublie pas mes sœurs présentes. Donc je voudrais particulièrement exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance, parce que j'étais membre du comité d'organisation de ce forum. Donc exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance pour les efforts particuliers déployés par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, qui nous honore aujourd'hui de sa présence en première ligne. N'eût été son sacrifice et ses efforts particuliers des deux côtés, on n'aurait pas eu cette aimable occasion de se retrouver et surtout honorable occasion de débattre des thématiques particulièrement importantes. Le second volet dont je voulais également parler, c'est que la fraternité, la collaboration et le prolongement naturel entre les peuples et les gouvernements sénégalais et mauritaniens, ça va de soi. Seulement à titre de citation,
De 2014 à 2019, avant de bénéficier de mes droits à la retraite, j'avais été accrédité par la Mauritanie comme négociateur en chef de la zone de libre-échange continentale. Ma collègue du Sénégal, Madame Assom, à l'époque, devenue plus tard ministre, je le cite parce que c'est éminemment important dans la consolidation et dans vraiment la cristallisation de tout ce que nous avons dit. Elle et moi, et les deux groupes de négociateurs mauritaniens et sénégalais, avons toujours fermement, intimement et fidèlement négocié nos positions par rapport à l'Afrique, par rapport à la CEDEAO, mais particulièrement par rapport aux spécificités des deux pays, parce qu'on estimait, en tant que négociateur chef des deux pays, que nous avons beaucoup de paramètres communs et un label à protéger. Autant que possible, on a essayé de mener les négociations dans ce cadre-là. À présent, je voudrais que j'ai été informé seulement il y a 2 jours avant de quitter Nouakchott que j'aurai l'insigne honneur de participer à ce panel. Malheureusement, je n'ai pas pu préparer grand-chose. Néanmoins, j'ai essayé de griffonner quelques idées que je vais essayer de passer en revue pourvu qu'elles puissent contribuer, et c'est le plus important, au débat que nous allons lancer. S'il vous plaît. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est un projet ambitieux visant à renforcer l'intégration économique entre les pays africains en créant un marché unique pour les biens et services, avec une libre circulation des personnes et des capitaux. La ZLECAf, lancée en janvier 2021, pourrait transformer les économies africaines en leur permettant de réaliser leur potentiel de croissance et de développement. Cependant, la mise en œuvre de cette zone de libre-échange présente des défis, mais aussi des perspectives pour le secteur privé africain en général, celui de l'Afrique de l'Ouest notamment, et en particulier les secteurs privés dont nous parlons aujourd'hui, celui du frère Sénégal, du pays frère Sénégal et de la Mauritanie. Les principaux défis pour les secteurs privés ouest-africains. D'abord, je commencerai par le manque d'infrastructures. Les infrastructures généralement insuffisantes, notamment les routes, les ports, les chemins de fer, limitent les échanges commerciaux transfrontaliers. L'amélioration de ces infrastructures est cruciale pour la fluidité des échanges au sein de la ZLECAf. En Mauritanie et au Sénégal, les secteurs privés font souvent face à des coûts logistiques élevés dus à l'insuffisance des infrastructures de transport. Donc il en découle l'importance de ce facteur. Mais il y a également les barrières non tarifaires. Même si la ZLECAf vise à supprimer les droits de douane sur 90% des produits, les barrières non tarifaires, normes sanitaires, administratives, etc., peuvent continuer d'entraver le commerce intra-africain. Les entreprises ouest-africaines, particulièrement en Mauritanie et au Sénégal, devront s'adapter aux nouvelles normes pour accéder au marché africain. Et vous savez tous que les desiderata qui découlent généralement des tracasseries de passage, tout ce qui constitue les barrières non tarifaires, entravent le commerce frontalier et le commerce intra-africain de façon inimaginable. Principaux défis pour les secteurs privés toujours, nous en arrivons maintenant à la compétitivité des entreprises locales. Pour préciser que celles-ci
devront faire face à une concurrence accrue de produits venant d'autres pays africains, parce que là, n'oublions pas que nous parlons justement de l'environnement global de la ZLECAf. Donc, il y aura une concurrence, certes, accrue de produits venant d'autres pays africains. Le secteur privé ouest-africain, vu sous l'angle des petites et moyennes entreprises, mauritaniennes et sénégalaises, pourrait être vulnérable face aux géants économiques africains, à titre d'exemple, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria. Capacité institutionnelle et réglementaire. Les régulations et les institutions locales peuvent ne pas être prêtes pour la mise en œuvre efficace de la ZLECAf. La coordination entre les États et l'harmonisation des politiques commerciales restent des défis majeurs. Les acteurs privés mauritaniens et sénégalais doivent s'adapter rapidement aux nouvelles réglementations commerciales intra-africaines. Financement et accès au crédit. Le manque d'accès au financement reste un obstacle pour le secteur privé ouest-africain. Les PME locales, notamment en Mauritanie et au Sénégal, ont souvent des difficultés à accéder aux capitaux nécessaires pour se développer et compétir au niveau continental. Nous avons passé en revue un ensemble de défis. Ces défis existent. On ne peut pas se le cacher. Pourtant, il existe bien en face de cela des lueurs d'espoir et plus que des lueurs intra-régionaux, notamment sous le parapluie de la ZLECAf. Nous allons essayer maintenant rapidement de passer en revue de quelle perspective peut-on parler pour les secteurs privés mauritaniens et sénégalais. En abordant d'abord l'expansion des marchés, avec un accès élargi à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs à travers l'Afrique, les entreprises mauritaniennes et sénégalaises auront l'opportunité d'élargir leur exportation et de diversifier leurs débouchés. Les secteurs porteurs comme l'agriculture, la pêche, les industries manufacturières, l'élevage bien entendu, et particulièrement les industries extractives, pétrole et gaz, pourraient notoirement en bénéficier. Le partenariat interafricain. La ZLECAf peut encourager des partenariats stratégiques entre les entreprises africaines. Les entreprises mauritaniennes et sénégalaises pourraient trouver des opportunités de coopération avec d'autres entreprises africaines pour innover, partager des compétences et accéder à de nouveaux marchés. Industrialisation accrue. L'un des objectifs de la ZLECAf est de stimuler l'industrialisation en Afrique. Les secteurs privés mauritaniens et sénégalais pourraient tirer parti des investissements étrangers pour développer des chaînes de valeur régionales. Attraction des investissements. La création d'un marché unique continental peut attirer des investissements étrangers directs, stimulant ainsi la croissance et le développement des infrastructures dans des pays comme la Mauritanie et le Sénégal. Renforcement de la résilience économique. La diversification des marchés et des produits commerciaux pourrait rendre les économies de la Mauritanie et du Sénégal, de même que les pays de la sous-région, plus résilientes face aux chocs économiques mondiaux en réduisant leur dépendance vis-à-vis des partenaires extérieurs comme l'Europe, la Chine, à titre d'exemple. La mise en œuvre, comme conclusion, de la ZLECAf représente à la fois des opportunités significatives et des défis considérables pour le secteur privé ouest-africain, notamment au Sénégal et en Mauritanie. Alors que la région pourrait bénéficier de l'élargissement de marché et des opportunités d'investissement, il est essentiel de surmonter des politiques d'industrialisation. Je serai à mon avant-dernier mot
pour dire que j'avais également noté avec brio, avec une considération particulière, les propos de monsieur le président du club des investisseurs du Sénégal, que j'ai l'honneur de voir en face de moi, qui hier, de façon pragmatique, ça doit être la nature du secteur privé, avait proposé, à mon avis, des éléments clés que je trouve pertinents et qui sont indispensables. Toute cette transformation, tout ce qui peut permettre aux pays africains, et notamment les 2 pays qui sont les nôtres, de pouvoir bénéficier au maximum des avantages de la ZLECAf, c'est d'investir dans la transformation, c'est de valoriser, c'est de créer la valeur ajoutée par rapport à nos produits. Or, on ne peut pas compter sur les apports de l'investissement direct étranger pour ce faire. Non, il y a de la masse locale existante. Ayons l'intelligence de la mettre en valeur. Elle existe, surtout avec les perspectives que présente le gaz demain pour nos 2 pays. La manne qui pourra en découler, et là je vais insister, doit d'abord et avant tout faire un slogan fondamental d'observation de la bonne gouvernance. Il faut de la bonne gouvernance. Il faut de la bonne gouvernance. Il faut de la bonne gouvernance. À travers cette bonne gouvernance, je crois que les premiers prismes de cette bonne gouvernance est la logique de développement du secteur privé pour qu'il devienne véritablement un moteur de croissance, c'est de l'assister. L'assister par le sens de l'assister pour l'induire dans un carcan, non. L'assister en lui prêtant main forte, en lui accordant une bonne frange des revenus de la manne gazière, de manière à ce qu'ils s'en servent comme instrument de négociation par rapport aux partenaires extérieurs et créer et faire venir les technologies appropriées pour booster, transformer notre tissu industriel et là créer donc une offre par pays qui demain pourra contribuer à la mise en œuvre de la ZLECAf. Je m'excuse avoir été quelque peu long. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Président Walid. Je pense que vous avez respecté les délais. Hein? Vous permettez. Je vois que monsieur le modérateur a lancé le programme. Walid est mon président de chance. Le vice-président. Moi, c'est Mohamed Hani, directeur support de la Chambre. Effectivement. Ça, c'est l'ancien programme. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Nous félicitons déjà de la qualité de votre exposé qui retrace un peu les défis et les perspectives dont tout le secteur privé rencontre de manière perpétuelle. Donc, on va ouvrir les débats pour quelques séries de questions. Ça dépend, c'est ça qui a été retenu. S'il y a des questions par rapport au premier exposé, peut-être comme le président de la Chambre de commerce n'est pas encore là, peut-être essayer de donner la parole à la partie privée sénégalaise. D'accord. On continue avec les panels, après on reçoit les questions. D'accord. Donc pour la deuxième partie, j'appelle le directeur des commerces extérieurs, M. Ansoubaji et M. Bada, à faire aussi les exposés. Merci, monsieur le secrétaire d'État, au PMI. Je salue tout le monde présent dans pour ce panel de haut niveau très important pour le commerce intra-africain, donc comme co-panélistes, qui sont donc des personnalités respectables qui maîtrisent parfaitement donc les questions de politique commerciale et de négociation. Alors, je pense que mon collègue a déjà présenté une bonne partie de ce qu'on devrait dire. J'allais même me poser la question en disant que c'était une partie de nous, ce qu'on devrait faire. Mais tant mieux, ça nous fait gagner du temps.
Je vais peut-être rappeler quelques faits saillants très intéressants pour la ZLECAf. Comme vous le savez, c'est un accord donc très important. On en a parlé donc au cours de ces 2 journées donc d'échange. C'est le plus vaste accord donc en termes de nombre de participations. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est attendu donc de cet accord-là. Donc très rapidement, dire que c'est un accord qui aura un impact considérable sur notre économie en termes donc de création d'emplois, mais également de revenus et de croissance de nos exportations. Donc pour ces dernières, par exemple, on considère, d'après les études qu'on a, que d'ici 2045, l'Afrique pourra augmenter ses exportations entre 70 et 80%, donc selon les études de la Banque mondiale. Et cette progression-là varie en fonction des produits. Mais globalement, tous les produits connaîtront une certaine croissance donc, au niveau du commerce intra-africain. Donc en premier lieu, nous avons les produits agricoles donc, qui seront dont les échanges vont s'accroître au cours donc, de cette période. Alors sur les défis, je vous remercie parce qu'il a traité l'essentiel des défis et je vais mettre l'accent sur 3 défis importants. En mettant l'accent sur les 3 défis qui me semblent très intéressants à retenir ou à méditer, je prendrai un défi qui n'a pas été soulevé, qui n'a pas été rappelé ici. Donc, sur les 2 premiers défis que mon collègue de la Mauritanie a souligné, je voudrais revenir sur les barrières non tarifaires que nous considérons comme étant l'un des plus grands défis que rencontre le commerce intra-africain. Parce qu'en plus de ce qu'on appelle les infrastructures liées au commerce, donc les routes, les ports, la logistique, donc qui peuvent accompagner donc, les échanges, les BNT, les barrières non tarifaires, constituent en tout cas des obstacles qui freinent les échanges intra-africains. Donc toutes les études ont montré que l'Afrique aujourd'hui n'échange pas assez du fait simplement de l'existence de plusieurs barrières de ce genre, donc qui portent notamment sur les procédures administratives, y compris notamment les procédures douanières, également les mesures non tarifaires, comme les mesures SPS, mais également les obstacles techniques au commerce. Donc toutes ces questions-là sont prises en charge dans le cadre de la ZLECAf. On ne va pas y revenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon collègue l'a un peu expliqué. Donc c'est des contraintes que nous rencontrons dans le cadre de nos échanges, mais dont la prise en charge est prévue par les dispositions de l'accord de la ZLECAf, donc avec ces protocoles pertinents, notamment dans le cadre du commerce des marchandises. Alors, l'autre, je l'ai cité, c'est les infrastructures. Donc, vous savez qu'il est plus difficile, donc les acteurs du secteur privé sont là pour le confirmer, qu'il est plus cher et plus complexe de faire du commerce entre pays africains, même entre pays voisins. Vous avez par exemple, si vous voulez faire du transport maritime entre, je dirais, Dakar et Lagos, vous allez être confronté à des coûts plus élevés que si vous faites le même commerce. Par exemple, si vous utilisez un conteneur aujourd'hui que vous voulez importer de la Chine, cela peut vous revenir plus cher. Donc, tous ces types d'infrastructures dont nous avons besoin manquent drastiquement en Afrique. Alors, tout n'est pas perdu. Je reviendrai un peu sur les perspectives, mais en termes de prise en charge de ces contraintes, il faut dire que l'Union africaine, là, on dépasse le cadre de la ZLECAf, puisqu'on a un agenda qui ne porte pas seulement sur la ZLECAf, donc sur des questions de commerce, mais qui concerne également d'autres secteurs. Donc c'est l'agenda 2063 de l'Union africaine qui implique également la prise en charge donc, des problématiques liées au transport donc, entre les États, donc aux routes, aux ports, au transport aérien, etc. Donc
Nous avons aussi d'autres programmes sur l'agriculture, etc., entre autres, dans le cadre de cet agenda important qui vise la transformation structurelle du continent africain. Alors, le défi que je vais citer, je dis pour les autres, c'est déjà clair, je pense, à votre niveau. Le défi que je voudrais citer et qui n'a pas été relevé ici, je suis heureux que le secrétaire d'État soit là, c'est un défi très important. C'est ce qu'on appelle le défi politique. Alors, c'est quoi le défi politique pour la ZLECAf? C'est pour nous l'engagement nécessaire pour que ce qui a été réalisé en termes de négociation soit mis en œuvre par les États. Alors, je m'explique. Vous avez au niveau du continent africain plusieurs communautés économiques régionales. Il y en a énormément, donc c'est des communautés qui regroupent plusieurs États, parfois qui se superposent, donc il y a un chevauchement de ces communautés-là. Et nous avons 8 communautés qui sont reconnues de manière officielle par l'Union africaine, y compris donc la CEDEAO. Alors, malgré l'existence de ces communautés qui ont été créées depuis de nombreuses années, vous prenez l'exemple de la CEDEAO, depuis 1975, il n'y a pas réellement donc, une évolution des échanges au niveau du continent africain. Alors ceci amène à dire qu'il ne suffit pas d'avoir l'accord de la ZLECAf, de le négocier pour que l'accord fonctionne ou bien pour que les échanges puissent être renforcés ou augmentés de manière sensible tel que c'est visé dans le cadre donc, de ce nouvel espace d'intégration qu'est la zone de libre-échange continentale africaine. Alors c'est pour cette raison que je disais que c'est heureux d'avoir aujourd'hui le secrétaire d'État comme modérateur, parce qu'on peut l'interpeller directement. J'ai échangé tout à l'heure avec lui sur cette problématique, en disant que partout en Afrique, il y a un niveau d'engagement déséquilibré entre les pays. Même si, globalement, on peut dire qu'en Afrique, l'engagement reste pour pouvoir faire de la ZLECAf, donc le marché qui va intégrer donc, toutes les économies africaines. Donc nous avons besoin au niveau de nos États ce soutien politique qui puisse accompagner donc, les acteurs, notamment les secteurs privés, à s'engager et à tirer pleinement profit donc, de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Alors sur les perspectives, c'est la même chose. Hein. Je n'aime pas trop répéter ce qui a été dit. Je souhaiterais gagner du temps, étant donné que mon collègue il était négociateur, donc ça se comprend qu'on a les mêmes approches, qu'on a les mêmes défis, identifier les mêmes défis, identifier les mêmes perspectives, presque. Mais là aussi, je vais ajouter quelques éléments pour compléter en termes de perspectives. Donc, il a donné des exemples, des perspectives donc, très importantes en termes notamment d'industrialisation et d'élargissement du marché intra-africain. Alors, moi, je vais mettre l'accent sur quelque chose de très important. C'est en rapport toujours avec le marché intra-africain, mais pour la ZLECAf et pour le secteur privé, ça met encore plus en relief ce qui est attendu de cet accord important qui va transformer le continent africain, notamment sur le plan commercial, ainsi que sur d'autres secteurs comme l'investissement. J'aimerais parler surtout de l'intégration des chaînes de valeur régionales et continentales. Au niveau donc de notre continent, nous savons que nous importons beaucoup de produits aujourd'hui de l'extérieur, à commencer par le Sénégal. C'est la même chose pour la Mauritanie. Nous sommes des importateurs nets de produits, en général de produits alimentaires, ce qui ne se comprend pas. Si vous prenez le cas du Sénégal, que ce soit le riz, les huiles végétales, les produits laitiers, etc., tout ça, ce sont des produits que nous importons. Aujourd'hui, avec la ZLECAf, l'objectif, c'est surtout donc, de favoriser les importations intra-africaines en encourageant la transformation donc, des produits qu'on importe à travers l'intégration donc, des chaînes de valeur régionales et continentales. Alors, comment ça va se faire?
un des instruments les plus importants, je pense que aussi on va me confirmer sur ça, c'est les règles d'origine préférentielles de la ZLECAf. Les règles d'origine, ce sont la carte d'identité du produit. Donc on favorise les produits qui sont échangés dans le cadre de la ZLECAf en mettant en place des critères qu'il faut respecter pour que le produit puisse être éligible dans le cadre donc, de nos échanges au niveau donc, du continent. Je vais prendre juste un exemple. Aujourd'hui, par exemple, si la Mauritanie est un producteur, donc est un grand fournisseur de bétail, je donne cet exemple-là qui nous parle à nous tous, il y a des sous-produits qui peuvent être utilisés ou qui peuvent être intégrés dans le cadre donc, du commerce intra-africain et qui intéressent le Sénégal. Je prends l'exemple des cuirs Zepo. Nous sommes le ministère de l'Industrie. Nous avons aujourd'hui une mission donc, de développer l'industrie pour le Sénégal. Alors, comment la filière, par exemple, peut-être se développer à travers donc, les cuirs Zepo? Vous avez par exemple, des industries qui vont utiliser dans le cadre, par exemple, de la confection, disons, des sacs, qui vont utiliser des cuirs. Dans le cadre, par exemple, de la confection des chiges, donc, qui sont intégrés dans l'industrie automobile, ces cuirs peuvent être très utiles. Vous pouvez avoir également d'autres produits qui peuvent être intégrés donc, dans ce commerce-là. Alors, l'idée, c'est surtout d'encourager les échanges en disant que si le Sénégal utilise une part très importante donc, de ces produits-là dans la fabrication, par exemple, des ceintures que nous attachons ici donc, au niveau de nos habits, Président, donc, ce produit-là pourra bénéficier de la préférence continentale. J'ai ici autour de moi une ceinture qui est estampillée une marque européenne que j'ai oubliée. Quelqu'un m'a fait la remarque, à juste raison. Parce que tout simplement, aujourd'hui, si moi j'ai une ceinture qui est estampillée Yves Saint Laurent ou Pierre Cardini et qu'il y a une ceinture qui est fabriquée ici à Soumbédioune à partir des cuirs de peau de Soumbédioune, cette ceinture-là, qui va être exportée au Ghana, ne paiera pas de droit de douane. C'est ça la création de chaînes de valeur et de valeur ajoutée même parce qu'en réalité, c'est ce produit-là qui provient du continent qui sera encouragé dans le cadre de nos échanges. Alors très rapidement, monsieur le modérateur, monsieur le secrétaire d'État, je ne vais pas tout monopoliser la parole, je vais parler de notre... en perspective, il y a surtout l'augmentation de la production parce qu'il y aura une demande qui va être créée dans le cadre de ce marché. Mais ce qui est intéressant dans l'accord de la ZLECAf, c'est qu'on a des dispositions qui vont encourager aussi les producteurs à renforcer donc la qualité des produits qui sont fabriqués donc dans le continent à travers donc j'ai cité tout à l'heure par exemple le protocole sur les marchandises, notamment avec tout le travail qu'on est en train de faire dans le cadre en particulier donc de la certification, de la normalisation. Donc, tout ce qui entre dans ce qu'on appelle l'infrastructure qualité. Donc, ça, ce sont des exemples qu'on peut avoir donc, en termes de perspective. Et pour finir, mettons-nous dans une perspective bilatérale, mais dans une optique d'accès au marché continental. Nous sommes aujourd'hui avec nos partenaires mauritaniens. On ne peut pas s'empêcher de réfléchir aujourd'hui comment le Sénégal et la Mauritanie pourraient collaborer ou pourraient réfléchir. Quand je dis Sénégal-Mauritanie, je pense surtout au secteur privé des deux côtés, sur quoi ils peuvent travailler pour aller vers la conquête donc, des marchés, du marché continental. Hier, on a suivi une présentation qui a parlé d'investissement. Moi, quand je suivais la présentation, je réfléchissais, j'avais voulu poser la question, mais malheureusement, après, je n'ai pas pu. Cette question portait surtout sur comment est-ce qu'aujourd'hui, plutôt, les agences de promotion des investissements des deux côtés réfléchissent sur comment axer la promotion des investissements sur les secteurs prioritaires de la ZLECAf. Parce que la ZLECAf a une stratégie pour le secteur privé. Donc, cette stratégie identifie des secteurs prioritaires, notamment les secteurs de l'agro-industrie, donc sur lesquels il y a des possibilités de travailler.
nous avons aussi un secteur très intéressant sur lequel, je ne sais pas pour la Mauritanie, mais pour le Sénégal, ça représente aujourd'hui un grand projet. C'est sur la production de médicaments, donc de vaccins, donc avec l'industrie pharmaceutique. Donc, ce sont des exemples de secteurs sur lesquels nous pourrons peut-être réfléchir pour pouvoir développer des chaînes de valeur complémentaires et aller donc vers la conquête du marché continental. Et juste dire que je crois que le Sénégal et la Mauritanie, pas seulement le Sénégal et la Mauritanie, la CEDEAO, la liste de concessions tarifaires de la CEDEAO est également celle de la Mauritanie. Donc on a négocié ensemble une liste de concessions tarifaires, c'est-à-dire les marchandises qui seront libéralisées dans le cadre de la ZLECAf, ce sont donc les mêmes produits sur lesquels nous avons travaillé donc avec la Mauritanie. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Je vous remercie de votre aimable attention et nous sommes disposés aussi à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, M. Badji. Donc, on salue déjà la présence du président de la Chambre de commerce de Dakar, M. Ablaïsow. Soyez la bienvenue. M. Vaïda, vous avez la parole pour la DCE de Mauritanie. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour à tout le monde. Moi aussi, de ma part, ça me fait énormément plaisir d'être là aujourd'hui. Écoutez, pour aller directement dans le sens de votre question, je pense que la ZLECAf, le marché commun africain, vient d'un constat très simple. C'est qu'en Afrique, nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et si vous regardez les chiffres, en fait, qui mettent en évidence actuellement le fait que le commerce intra-africain va dans l'ordre de 17%. C'est-à-dire que ce que les Africains commercent entre eux comparé au reste du monde, va dans l'ordre de 17%. Comparé à l'Europe, c'est dans l'ordre de 65%. En Asie, c'est 75%. Donc nous, ça reste extrêmement minime et très faible. Même si un certain nombre d'études mettent également en perspective que la zone de libre-échange continentale africaine va booster ce chiffre, c'est-à-dire que va le booster de 60%. C'est-à-dire que nous allons passer de 17%. Certains, enfin, il faut faire très attention en fait avec les chiffres. Quand on dit 60%, ça ne veut pas dire que nous allons passer de 17% à 60% d'ici 2030. Les 60%, ce sont les 60% des 17%. Donc ce qui fait que d'ici 2030, nous allons passer de 17%, c'est-à-dire de commerce intra-africain, à 24%. Donc il faut faire très attention avec les chiffres, parce que je vois souvent un certain nombre d'articles de renommée qui tombent en fait dans ce piège-là de chiffres. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait fondamental à prendre en considération. Maintenant, monsieur le modérateur, il faut revenir en fait au contexte. Quand on parle de la ZLECAf, il faut savoir que c'est un marché africain, évidemment, mais qui est un marché ou un accord de libre-échange qui est graduel, c'est-à-dire que son démantèlement tarifaire se fait sur le long terme. Raison pour laquelle vous avez trois en fait listes de concessions tarifaires. Vous avez ce qu'on appelle la liste des catégories A, c'est-à-dire c'est les 90%, comme l'avait dit monsieur le président, 90% des produits qui seront libéralisés en fait sur 13 ans pour les pays qui sont les moins avancés et 10 ans pour les pays qui sont en voie de développement. Donc ça, c'est la première liste. La deuxième liste que nous avons, c'est la liste qu'on appelle la liste des catégories B. Ça représente en fait 7% de l'ensemble des produits que nous commercialisons dans l'Afrique. C'est ce qu'on appelle la liste des produits qui sont sensibles en fait, qui seront en fait libéralisés sur 10 ans pour les pays qui sont les moins avancés et 5 ans pour les pays qui sont en voie de développement. Et la troisième et la dernière liste, c'est la liste des produits qui sont exclus carrément de l'accord. C'est ce que les chefs d'État appellent les produits qui sont stratégiques, qui ne vont pas en fait entrer dans l'accord de la ZLECAf, et ça représente en fait 3% de l'ensemble des produits que nous commercialisons. Donc il faut faire très attention dans ce point-là. Maintenant, quand on revient au fait, actuellement, quand on parle de la zone de libre-échange continentale africaine, certains peuvent se poser la question pourquoi ce n'est pas encore opérationnel. Au premier rang desquelles des questions qui se posent, c'est la question de la ratification. À l'heure où on se parle aujourd'hui, actuellement, nous avons 55 pays africains, comme vous le savez. Il n'y a qu'un seul pays qui n'a pas ratifié ou qui n'a pas du tout, d'ailleurs, au départ, signé l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est l'Érythrée. Donc, ce qui fait que nous avons 54 pays qui ont signé cet accord. Sur les 54, nous avons 47 pays qui ont ratifié cet accord. Donc, parmi ces 47 pays, donc, il y a 7 pays qui n'ont pas ratifié cet accord. Et parmi ces 7 pays-là, il y a certains pays qui font partie d'un certain nombre de communautés économiques régionales. Donc il faut faire bien attention dans les termes. La ratification, en fait, par exemple, dans le cas de la CEDEAO, nous avons 2 pays qui n'ont pas encore ratifié l'accord de la ZLECAf, le Bénin, Sierra Leone. Et ça prend en otage toute la communauté économique régionale de la CEDEAO pour entrer en fait dans l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, puisqu'ils ont négocié en bloc et ils ont déposé en fait leur liste de concessions tarifaires. Vous avez exactement le même exemple dans les autres communautés économiques régionales. Donc la question de la ratification en elle-même, c'est un premier défi à prendre en considération. Vous m'entendez ?
monde ça marche, moi ça marche pas. Une conspiration ça. Non, ça c'est pire. Donc, je mettais en évidence la question de la ratification qui pose problème pour les États africains. Parce qu'il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas ratifié cet accord et qui prennent en otage en fait les communautés économiques régionales pour qu'elles puissent entrer dans l'accord de la ZLECAf. Donc ça c'est un premier point à prendre en considération. La deuxième des choses, c'est que la ZLECAf, parmi ses perspectives, bien évidemment, elle consiste à donner une extension de marché. Pour un producteur sénégalais, au lieu de pouvoir vendre son produit à une population de 19 millions de consommateurs potentiels, il pourra l'étendre sur une échelle de 1,2 milliard de consommateurs potentiels. Pour la Mauritanie, ça va de soi. De deux, ça va promouvoir les investissements, parce qu'un marché de 1,2 milliard de personnes, c'est un marché extrêmement important pour les investisseurs. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, et c'est une particularité en fait pour la Mauritanie, c'est que la ZLECAf va jouer le rôle de catalyseur en fait commercial. Comme vous le savez pertinemment, le Maroc, c'est le premier fournisseur africain pour les pays africains. Et donc tout ce qui va passer par le Maroc jusqu'à les pays africains, et en l'occurrence les pays de l'Afrique de l'Ouest, va indéniablement passer par la Mauritanie. Donc elle va jouer le rôle d'une plaque tournante en fait totalement définitive dans cet accord. Et ça, systématiquement en fait, ça crée des activités tertiaires, ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus, parce qu'en fait les camionneurs en fait qui passent par ce corridor-là, ils auront besoin de stationnement, ils auront besoin de là où en fait se reposer, donc des auberges, des stations de pompage, et ça va créer des activités ou des activités auxiliaires, ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus. Maintenant, ce qu'il faut mettre en évidence, ce sont les mesures d'accompagnement en fait qui ont été mises en place par le secrétariat de la ZLECAf pour justement accompagner les États africains pour qu'ils puissent bénéficier en fait de ce qu'on appelle cette zone de libre-échange continentale africaine. Au premier rang desquels, nous avons ce qu'on appelle le PAPS, ou littéralement en anglais le Pan-African Payment Settlement System, qui est une en fait plateforme qui, à travers laquelle les États africains désormais peuvent en fait payer leur... Désolé. Donc j'ai dit qu'il y a un certain nombre de mécanismes ou de mesures d'accompagnement qui ont été mises en place en fait par le secrétariat de la ZLECAf au profit des États africains. Et au premier rang desquels, nous avons ce qu'on appelle le PAPS, qui est en fait une plateforme électronique qui, à travers laquelle les États africains pourront payer en fait leurs marchandises, c'est-à-dire les opérations d'importation, avec leur propre monnaie locale. Comme vous le savez pertinemment, c'est-à-dire la doctrine, ou en tout cas la culture, ou en tout cas ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est que les importations se payent en fait en dollars. Et avec cette plateforme électronique, les États africains pourront en fait payer avec leur propre monnaie locale, et la plateforme convertit systématiquement en fait la monnaie locale en dollars. Elle a son propre système de compense, et ça c'est quelque chose de tout à fait fondamental à prendre en considération. Et ça c'est extrêmement important parce qu'en fait ça va permettre aux États africains de pouvoir économiser annuellement l'équivalent de 5 milliards de dollars dans les frais de conversion. Comme vous le savez, l'idée au début, avant de mettre en place ce qu'on appelle le PAPS, la première idée qui accompagnait en fait l'idée de mettre en place la ZLECAf, c'était l'idée de mettre en place une monnaie commune entre les États africains. Et il s'est avéré avec le temps que c'est un projet extrêmement difficile à appliquer parce qu'en fait les critères d'application de cette monnaie africaine qui était déjà dans le pipe répondaient exactement aux mêmes critères en fait de Maastricht de l'Union européenne, comme vous le savez. C'est-à-dire que l'ensemble des pays africains doivent avoir en premier temps un dérapage budgétaire qui ne dépasse pas les 3%, un ratio dette PIB en fait qui ne doit pas aller au-delà de 60%, et c'est avéré avec le temps que ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour les États africains. Et également il y a la question de la temporalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en tant qu'État africain, il se peut que je n'ai pas un dérapage budgétaire qui dépasse les 3% et un ratio dette PIB qui n'est pas au-delà de 60%, mais que l'année prochaine, il se peut que ça se réalise. Donc il y a la question de la temporalité, et justement pour remédier à ceci, comme vous le savez en Afrique, nous avons 42 monnaies. Et donc, la solution à tout cela, c'est le fait de mettre en place ce qu'on appelle le PAPS, ou le Pan-African Payment Settlement System, qui est une plateforme à travers laquelle les États africains pourront commercialiser avec leur propre monnaie locale, sans le fait d'être obligés de convertir leur monnaie en dollars pour pouvoir faire les opérations d'importation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, il y a ce qu'on appelle également le fonds d'ajustement qui a été mis en place pour les États africains dans le cadre de la ZLECAf pour accompagner sa mise en œuvre. Le fonds d'ajustement, en fait, comme vous pouvez l'appeler également autrement, c'est un mécanisme de compensation. Comme vous le savez, la zone de libre-échange, c'est un accord de libre-échange, et comme tout autre accord de libre-échange, ça nécessite qu'il y a des droits de douane en fait
qui était imposé sur l'importation d'un certain nombre de produits qui ne vont plus exister, puisque l'idée déjà c'est le démantèlement tarifaire. Donc il y a un certain nombre d'argent qui est entré dans les caisses de l'État qui ne va plus avoir lieu. Donc justement pour aider les pays africains à compenser cette perte financière, il y a eu la mise en place d'un fonds d'ajustement qui va aider les Africains justement pour compenser ceci. Mais il faut faire très attention, c'est que l'appui n'est pas directement financier, c'est-à-dire que ce n'est pas un appui financier direct. C'est un appui qui est indirect, qui va dans l'ordre de l'appui institutionnel ou la formation ou le renforcement des capacités pour les États. Donc ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses que j'aimerais mettre également en évidence comme mécanisme d'accompagnement pour les États africains dans la mise en œuvre de la ZLECAf, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde ou les clauses de défense, que l'accord ou le protocole de commerce, comme mon cher frère l'avait mis en évidence, prend en considération. Ces clauses de défense, en fait, sont extrêmement importantes, et notamment pour les pays les moins avancés, en l'occurrence le Sénégal, la Mauritanie, ce qu'on appelle communément les PMA. C'est-à-dire que si demain la Mauritanie se retrouve face à une invasion, par exemple, je prends en titre d'exemple le Maroc, de produits marocains sur son sol, nous avons systématiquement le droit d'appliquer ou d'actionner en fait ces clauses pour justement contrecarrer l'importation de ces produits pour ne pas mettre notre industrie embryonnaire face à une concurrence qui est totalement déloyale. Donc ça c'est la troisième en fait mesure d'accompagnement que je voulais mettre en évidence. Et le dernier axe que je veux mettre en perspective avec vous, ce sont en fait les défis qui vont justement entraver la mise en œuvre de cet accord. Au premier rang desquels, à mon sens, c'est le défi ou la question de l'énergie. Je vous donne à titre d'exemple. Au Maroc, en fait, si vous regardez la structure du coût de revient d'un produit et que vous regardez en fait la case qui concerne le coût qui revient au coût de l'énergie, vous trouvez en fait que ça représente seulement 2%. En Algérie, c'est quasiment inexistant, c'est 0,1 ou 0,2. En Mauritanie, c'est 12%. Donc comment vous voulez que votre produit soit compétitif quand le coût de l'énergie au préalable n'est pas du tout égalitaire entre vous et les autres pays? Même si en Mauritanie, nous avons en fait deux projets qui peuvent en fait remédier à cette problématique, au premier rang desquels il y a la question de l'hydrogène vert, que la Mauritanie consiste en tout cas à mettre en place un certain nombre de projets pour faire de la Mauritanie un hub dans ce domaine-là. Et l'hydrogène vert, comme vous le savez pertinemment, en fait, ça repose sur une technique très simple. C'est le fait de créer en fait l'énergie à travers l'hydrogène. C'est-à-dire le fait d'utiliser des électrolyseurs et faire des décharges en fait dans l'eau et dissocier les molécules d'oxygène et les molécules d'hydrogène et utiliser l'hydrogène comme énergie. Mais à condition que les électrolyseurs soient alimentés avec une énergie soit solaire, éolienne ou bien à bas carbone. C'est-à-dire que le nombre de kilowatts que vous allez dégager ne doit pas être supérieur à 64 grammes de CO2 par kilowatt. Il y a également le projet de l'uranium qui commence à voir le jour en Mauritanie. Carrément au nord de la Mauritanie, il y a eu la découverte de l'uranium en Mauritanie et également un contrat qui a été fait avec la société australienne Aura Energy qui va faire de la Mauritanie d'ici 2026. C'est extrêmement en fait ambitieux, le deuxième plus grand producteur d'uranium en fait dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important, et surtout si vous avez regardé en fait les recommandations qui étaient mises en évidence lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, un tiers des pays qui étaient présents, ils ont décidé systématiquement d'investir et d'alourdir en fait leur investissement dans l'énergie nucléaire. Donc ce qui va faire que la demande va exploser en fait sur cette catégorie d'énergie-là, et donc ça va exploser son prix et ça va avoir des retombées financières extrêmement importantes pour la Mauritanie. Donc ça c'est la première des choses, la question de l'énergie. Et puis la deuxième des choses, c'est que nous malheureusement en Afrique, nous avons un problème dans ce qu'on appelle l'orientation stratégique dans les fonctionnements commerciaux. Je vous donne à titre d'exemple. L'Algérie, qui est juste à côté de la Mauritanie, importe de la viande depuis le Brésil, alors que la Mauritanie, qui est juste à côté transfrontalière, a plus de 30 millions de têtes de bétail. Donc ça, c'est une aberration à corriger. La Mauritanie elle-même importe des légumes depuis la Hollande, depuis l'Europe, alors que le Maroc, il est juste à côté, qui est capable en fait d'alimenter le marché mauritanien. Donc il y a un dysfonctionnement en fait dans les orientations stratégiques en ce qui concerne les opérations, les opérations d'import et export entre États africains qu'il faut sérieusement prendre en considération. Il y a également la question des barrières non tarifaires et en l'occurrence la question des infrastructures. Ça a été cité tout à l'heure. C'est extrêmement important. C'est-à-dire l'état des routes pose un sérieux problème pour les États africains. Je vous donne un titre d'exemple. Si vous voulez transporter une marchandise entre Douala et Lomé, ça vous coûte 3 fois plus de temps que de transporter la même marchandise entre Douala et Shanghai. Et en plus, ça vous coûte 2 fois plus cher. Donc il y a une vraie question en fait sur laquelle on doit se poser des questions et essayer de trouver des solutions à ça. Et puis, il y a le manque de stratégie de substitution aux importations. Moi, au début, quand je suis venu à la direction, j'ai essayé de regarder la liste des produits que nous importons, essayer de voir quels sont les produits que nous importons et en même temps, nous sommes capables en fait de produire.
Et c'est une en fait particularité, pas seulement en Mauritanie, malheureusement en fait c'est une particularité assez générale en Afrique. Vous trouvez en fait des produits que nous sommes vraiment simplement capables de produire. J'ai vu des tables, j'ai vu en fait des aiguilles, figurez-vous. Nous sommes en train d'importer des aiguilles et également ce qu'on appelle la G5. Vous connaissez une personne en fait quand elle tombe malade, c'est-à-dire la piqûre qu'on lui injecte, c'est de la G5. La G5, à mon avis, un simple étudiant universitaire peut la produire. C'est très simple, c'est du chlorure de potassium, c'est du chlorure de sodium et un peu de glucose. Et pourtant, nous continuons à injecter les milliards de dollars pour importer en fait ce produit-là. Et donc ça, c'est une aberration également à prendre en considération que l'on doit également rectifier. Il y a le fait de désenchevêtrer en fait les communautés économiques régionales qui est également un sérieux défi pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et mon collègue, le directeur du commerce extérieur du Sénégal, avait mis en évidence. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons 8 communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. Et vous trouvez un pays qui est membre dans 2 communautés économiques régionales. Donc le fait déjà de déposer sa liste de concessions tarifaires pose un sérieux problème. Et puis, il y a la question de la diversification des exportations. En fait, si on met en place la ZLECAf, qu'est-ce que nous allons exporter? Malheureusement, en Mauritanie, 90% de ce que nous exportons repose essentiellement sur 2 produits, c'est-à-dire les produits halieutiques, donc le poisson, et les minerais de fer. Et pourtant, j'ai toujours mis en évidence que la carte de la Mauritanie, dès que vous la regardez, là où vous mettez votre doigt, vous trouverez une opportunité d'investissement. Carrément au nord, nous avons un gisement minier qui est extrêmement phénoménal. À l'est, nous avons un gisement, également c'est une richesse en fait, à prendre en considération en ce qui concerne l'élevage. Nous avons plus de 30 millions de têtes de bétail et en même temps, là où on se parle aujourd'hui, nous continuons à importer l'équivalent de 100 millions de dollars dans les produits laitiers et leurs dérivés. Et donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Également les dérivés des produits laitiers, c'est-à-dire plutôt le levage, la transformation des peaux et cuirs. Carrément au sud de la Mauritanie, vous avez une potentialité agricole qui est tout à fait phénoménale. Les chiffres mettent en évidence que nous avons 500 000 hectares de terres arables en Mauritanie. Ça, c'est également une opportunité pour les investisseurs qui sont avec nous dans cette salle à prendre ceci en considération. En Mauritanie, vous avez également une aberration à prendre en considération qui, à mon avis, c'est un sérieux défi. Au sud, vous avez, c'est-à-dire des terres arables, selon les chiffres officiels, c'est 500 000 hectares. Alors, un certain nombre d'experts qui ont fait des études sur ça disent que c'est au-delà de ça, c'est-à-dire 2 millions d'hectares. 2 millions d'hectares de terres arables en Mauritanie, c'est 20 000 km². 20 000 km², c'est la moitié de la superficie de la Suisse tout entière. Et en même temps, nous continuons à importer l'équivalent de 80% des produits agricoles que nous mangeons. Et donc, ça également, c'est une aberration à prendre en considération. Carrément, à l'ouest de la Mauritanie, vous avez une potentialité, je finis sur le dernier point, à prendre en considération, ce sont les potentialités halieutiques. Et également, carrément au centre, vous avez les potentialités touristiques. Donc, vu que le temps m'est compté, donc pour aller très rapidement, 2 points, si vous permettez, monsieur le modérateur. L'avant-dernier point, c'est qu'il faut qu'on mette en place ce qu'on appelle les mécanismes de facilitation des échanges. Il n'est pas judicieux et concevable qu'en 2024, nous continuions à mettre en place des droits de douane sur les exportations. Ça n'existe nullement. C'est-à-dire, l'idée derrière, c'était le fait de mettre des droits de douane sur les exportations quand il s'agit en fait d'exporter un produit à l'état brut. Donc c'était justement pour inciter les gens à transformer. C'est-à-dire que du moment que vous l'exportez à l'état transformé, en ce moment-là, on ne vous demande pas d'imposer on vous impose pas des droits de douane. Mais c'est avéré qu'en fait cette politique était contre-productive parce que ça avait découragé en fait les exportateurs. Donc ça, c'est une première question à prendre en considération. Et puis la dernière des choses, c'est le manque de ce qu'on appelle la culture d'affacturage. L'affacturage, en fait, à mon sens, c'est un moyen de financement qui permet d'obtenir rapidement une avance sur trésorerie. En Europe, c'est extrêmement répandu. 80% des pays européens le font. En Afrique, c'est 1 seul %. C'est-à-dire qu'au moment que vous vendez votre marchandise, en attendant que votre client vous livre l'argent, vous pouvez utiliser la facture client avec des sociétés d'affacturage, ce qu'on appelle le factoring, et qu'il vous donne cette avance de trésorerie. Et une fois que le client va vous payer, en fait, il fait le paiement systématiquement au niveau de la société d'affacturage. Et donc, monsieur le modérateur, désolé si j'étais un peu long, et c'était le sens de ce que je voulais mettre en évidence avec vous. Merci. Merci. Merci beaucoup à nos 2 experts éminents négociateurs. Et on félicite de la qualité des interventions. Ça montre que nous avons d'éminents négociateurs qui représentent dignement nos États et donnent des possibilités au secteur privé aussi de profiter des opportunités. Nous allons juste continuer le dernier thème avec peut-être ensuite donner la parole au président de la Chambre de commerce à la fin pour qu'il puisse un peu donner l'avis du secteur privé sénégalais par rapport aux opportunités. Donc on va continuer avec Dr Moubarak Lo, aussi M. Sidi Mohamed Bencherou, pour nous parler un peu également des opportunités qu'offre la ZLECAf pour le secteur privé. Donc, M. Lo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.
il s'appelle Monsieur le ministre. Vous savez, dès lors qu'on est dans le gouvernement, c'est Monsieur le ministre. Moi, après les interventions que je viens d'entendre, c'est difficile d'être pertinent. J'avais l'impression d'être dans un cours, parce que je voudrais même suggérer à la ZLECAf de vous prendre comme professeur associé pour expliquer la zone de libre-échange continentale, parce que c'est tellement bien expliqué, avec beaucoup d'arguments. Comme je n'ai pas beaucoup de minutes, je voudrais faire un constat, ensuite souligner un impératif et finir par suggérer une démarche. Bon, le constat, c'est aujourd'hui, entre le Sénégal et la Mauritanie, il y a ce qu'on peut appeler une fenêtre d'opportunité. Si vous regardez un peu l'histoire, ça se sent. On sent qu'il est tout à fait possible de passer un momentum entre les deux pays. Il y a eu, disons, un événement, c'est le gaz et le pétrole, qui a fait que les deux pays ont commencé à coopérer. Deux pays d'ailleurs que tout lie, la géographie, l'histoire, les liens de sang. Moi-même, s'il y a une crise au Sénégal, j'irai en Mauritanie parce que mes ancêtres viennent de la Mauritanie. Donc c'est compliqué. Donc il y a aussi une détermination sans faille entre les deux dirigeants, que ce soit l'ancien régime ou l'actuel, pour travailler ensemble. Je pense qu'il faut très vite réaliser cette fenêtre d'opportunité, parce qu'en général, les fenêtres d'opportunité, c'est des fenêtres fragiles. Tout dépend des éphémères. Ça peut durer et j'espère que ça va durer. En tout cas, il y a un moment historique à ne pas rater. Ça, c'était le constat. L'impératif, c'est on ne va pas, disons, passer notre temps à contempler cette fenêtre d'opportunité. Il faut transformer l'essai. Déjà, un acquis qui est là. Je pense que hier, il y a une réunion entre les deux ministres des Mines dans le cadre d'un comité qui lie les deux parties sur les hydrocarbures. Il faudrait capitaliser sur ça pour bâtir un partenariat diversifié entre les deux pays. Bon, moi, je travaille sur le monde entier. D'ailleurs, je connais mieux l'Asie, je peux dire, que l'Afrique, parce que c'est là où j'ai fait, disons, mes recherches. Les Malaisie, Singapour, etc. Ces pays-là ont su bâtir ce qu'ils ont appelé des triangles stratégiques. Tous les pays limitrophes, vous allez trouver des zones de libre-échange, des zones économiques spéciales transfrontalières en Singapour et Malaisie, en Singapour et Thaïlande, etc. C'est ce type d'initiative qu'il faut prendre en Afrique. Le Sénégal et la Mauritanie sont tout à fait bien placés pour d'emblée négocier un partenariat de cette nature, c'est-à-dire un partenariat fort pour aller ensemble à la ZLECAf et gagner ensemble. Et je suis heureux de constater, comme l'a souligné tout à l'heure le directeur du commerce extérieur, que vous avez négocié ensemble. C'est extraordinaire. Donc, il faut aller de l'avant, faire la même chose dans le domaine de la production. Je fais d'ailleurs une parenthèse parce que j'ai entendu tout à l'heure le directeur du commerce extérieur de la Mauritanie, Mohamed Lamine Faïda. Au Sénégal, on dit Faïda, je ne sais pas si c'est ce que vous dites en Mauritanie. Vous avez parlé des camions marocains qui passent par le Maroc et qui créent des opportunités de services. Si vous regardez l'expérience de tous les pays asiatiques qui se sont industrialisés, ça commence toujours par les services. Prenez Singapour, c'était un port. Mais Singapour est devenu une puissance industrielle. Donc ils ont commencé à assembler, ensuite à remonter la chaîne de valeur, etc. Donc la Mauritanie et le Sénégal, où transitent les camions marocains pour aller dans les autres pays de la CEDEAO, pourraient également remonter la chaîne de valeur, ne pas être simplement une passoire avec des stations d'essence ou des aires de repos, mais commencer à capter, disons, de la valeur, faire de l'industrie. J'en profite d'ailleurs pour dire,
moi, je connais très bien le Maroc. C'est un pays que je connais très bien. Je pense que, d'ailleurs, en 2003, j'avais écrit un article. En 2003, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et quand je l'écrivais, je n'étais même pas au Sénégal. J'étais au Qatar, à Doha, dans un forum. Je l'ai intitulé « Bâtir une alliance entre la Mauritanie, le Maroc et le Sénégal ». Aujourd'hui, il est tout à fait possible entre ces trois pays, en tout cas au niveau économique. Je sais que si les trois travaillaient ensemble sur une stratégie, ça ferait en tout cas une grande révolution pour l'ouverture vers l'Europe, vers le Moyen-Orient, en termes de transformation industrielle et de bâtir, disons, un triangle de prospérité entre les trois pays. C'est quelque chose que je mets sur la table. Je peux partager aussi l'article qui date de 2003, que je n'ai pas modifié. Je peux partager ça. Donc, si le Sénégal et la Mauritanie réussissent à bâtir ce partenariat, ça va servir d'exemple pour les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la ZLECAf. Moi, j'ai fait un papier aussi sur la ZLECAf que je peux partager, papier de recherche, qui montre que le succès n'est pas garanti. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de quelques gagnants, mais il y aura beaucoup de perdants. C'est-à-dire tous les pays qui ne seront pas en mesure de faire de l'industrie seront des perdants. Ils vont négocier disons des compensations. Ce n'est pas ça l'objectif de l'intégration dans la ZLECAf. C'est que chaque pays soit un producteur également. Et donc, il faut nécessairement créer de la valeur dans les pays. Et donc, la suggestion, je terminerai par ça, en termes de démarche, comment aller de l'avant. D'abord, je suggérerais de mettre en place très rapidement un comité stratégique entre les deux pays, qui dépasse les mines et les hydrocarbures, multisecteur, qu'on regarde toutes les possibilités de coopération pour entrer ensemble dans la ZLECAf. On peut même avoir un secrétariat commun entre les deux pays. Bon, moi-même, je suis un acteur de l'État, c'est pourquoi je suis très précis. Je ne parle pas en l'air, je parle de manière très précise. Aujourd'hui, si nous voulons aller de l'avant, il faut aller vers cette précision. Donc, un comité stratégique au niveau des chefs d'État, des premiers ministres et avec des groupes sectoriels, mais également un secrétariat commun pour travailler ensemble. Au niveau opérationnel, c'est heureux qu'on ait déjà un accord de libre-échange, parce que nous sommes membres de la CEDEAO. C'est heureux que la Mauritanie vienne de signer avec la CEDEAO un accord de libre-échange qu'il faut mettre en œuvre, parce que là aussi, vous avez souligné tout à l'heure que je pense que c'est le premier intervenant qui l'a dit. Et d'ailleurs, c'est confirmé par les études. La baisse du tarif n'est pas le plus important dans la ZLECAf. Le plus important, c'est la levée des barrières non tarifaires. Donc, tout ce qui est quotas, les subventions, les mesures phytosanitaires, les normes, mais surtout les infrastructures. C'est la première barrière non tarifaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait de Nouadhibou à Saint-Louis d'avoir une autoroute? Il faut être ambitieux. On est en train de faire le pont de Rosso. Moi, je verrais bien demain qu'il y ait une autoroute de Nouadhibou à Saint-Louis, parce qu'il y a une autoroute qui va quitter Saint-Louis jusqu'à Dakar. Le Sénégal est en train de faire des autoroutes vers le centre du pays. Ça va être prolongé vers le Mali. Ça va être prolongé vers la Guinée. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien taquiner. Votre meilleure voie d'entrée à la CEDEAO, c'est en passant par le Sénégal. C'est plus court. Ensuite, bon, vous avez un pays qui vous comprend et voilà. Donc, je pense qu'on peut développer cet axe. Même au niveau ferroviaire, il est tout à fait possible d'envisager demain une ligne de chemin de fer qui quitterait aussi Nouadhibou à Saint-Louis. Parce que nous pouvons quitter Saint-Louis et aller à Bamako aussi, par le rail. Parce que Saint-Louis est rattaché à Thiès, et de Thiès, il est possible d'aller à Tambacounda, de continuer sur Kidira
et d'aller sur Bamako. Également, je voudrais aussi suggérer sur la transformation de manière opérationnelle. Bon, ça c'est, nous avons la chance ici d'avoir les 2 directeurs de commerce extérieur. Moi, je suis devenu consultant maintenant, je suis prêt à vous le faire gratuitement. En une journée ou 2, qu'on identifie ensemble ce qu'on appelle les avantages compétitifs révélés. Ça vous permet de savoir sur quels produits les 2 pays devraient se positionner ensemble, ensuite les produire et vendre. Donc voilà un peu les éléments que je voudrais souligner en disant que le plus important dans ce forum, c'est qu'il se tienne. C'est-à-dire le fait de se réunir est plus important même que les discussions qu'on a à l'intérieur. Il faut juste continuer à se rencontrer. Je suis sûr que les opportunités vont apparaître d'elles-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lo. Et je pense que c'est une opportunité pour les 2 pays d'avoir les services de notre expert économique qui a beaucoup travaillé au-delà même de notre continent. Donc, nous allons bien prendre note par rapport à votre discussion. On donne la parole en fait à M. Bencheroum pour l'intervention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je remercie mes prédécesseurs qui m'ont en fait précédé, qui ont pris la parole avant moi. Et j'avoue que tout a été dit ici. Donc personnellement, je n'ai rien à ajouter, surtout devant le grand Moubarak Lo. Cependant, moi, je vais dans le contresens de ce qui est dit concernant la ZLECAf, la zone économique continentale, qui, selon moi, est très ambitieuse pour le moment pour les pays africains que nous sommes. Ce que moi, je préconise, c'est de renforcer les échanges régionaux. Donc, l'intégration régionale, parce que la ZLECAf, c'est 56 États. N'oublions pas que nous avons la guerre en Afrique, le terrorisme, la CEDEAO qui fut un échec. Moi qui représente un peu le secteur privé, donc connais réellement les problèmes qui se posent et qui sont des problèmes vécus tous les jours. Et il faut oser dire cette réalité. Il faut demander à que la volonté des gouvernements soit une réalité, d'accord, d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que des camions traversent la Mauritanie pour venir au Sénégal et que des camions sénégalais ne puissent pas aller en Mauritanie. C'est contradictoire. Donc quand on va appeler à une intégration, il faut faire une intégration complète. Cette intégration doit être réelle, elle doit être visible. Sinon, on en souffre, nous qui sommes en fait dans le secteur privé, dans le secteur des affaires. Il y a un adage qui dit toujours, faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances. On ne peut pas faire des affaires sans un environnement politique fiable. D'accord. La ZLECAf, certes, il y a des accords qui vont être signés, mais dans la CEDEAO aujourd'hui, ça peine à décoller. Depuis quelques années, on n'arrive pas à décoller. La Mauritanie, par exemple, que je prends à titre d'exemple, elle rentre dans la CEDEAO quand ça l'enchante, elle en sort quand ça l'enchante. D'accord. Et ça n'encourage pas les échanges. Il faut oser dire la vérité. D'accord. Le Maroc ne fait pas partie de la CEDEAO et pourtant il a une croissance soutenue. Il a développé son agriculture, son commerce, son transport. Aujourd'hui, pour pouvoir réussir l'intégration, en fait, le soubassement, c'est de développer les moyens de communication et de transport. Il faut se développer en interne. Aujourd'hui, il y a des alternatives. On peut mettre en place des fonds souverains structurants. Les fonds souverains structurants, leur rôle sont très simples et pertinents. C'est des fonds qui servent aujourd'hui à mettre en valeur nos ressources extractives. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand on organise le secteur aurifère, on met en place ce qu'on appelle les gold banks, en mettant en place une raffinerie. Et on prend des décisions en disant qu'à partir d'aujourd'hui, l'or ne sort plus du Sénégal. On fait une plus-value à notre or. On le fond au Sénégal, on l'instampie au Sénégal et on constitue des réserves. Avec ces réserves, on peut lever des fonds. D'accord, on peut projeter dans l'avenir et on peut être indépendant financièrement. Parce que tant que nous n'avons pas une indépendance financière, nous avons aussi la dette. N'oubliez pas la dette.
Parce que nous, si demain on décide de lever des barrières, la Banque mondiale va nous dire non, il y a une restructuration à faire, il y a telle affaire, il y a la FMI derrière. Donc on n'est pas indépendant. D'accord. Et nos gouvernements ne peuvent pas continuer à subventionner ce que nous mangeons. N'oubliez pas que la plupart de ce que nous consommons est subventionné par nos États. Le carburant qui va dans nos voitures est subventionné, l'électricité est subventionnée, le riz, l'huile est subventionné. Donc ça, c'est des points qui, pour moi, ce sont ça les barrières qu'il faut lever. Les barrières tarifaires, c'est harmoniser un peu. Quand on harmonise les tarifs entre la Mauritanie et le Sénégal, ça peut aller, mais il y a des contraintes. Et ce sont ces véritables contraintes-là qu'il faut lever si on veut vraiment travailler sérieusement, si on veut aller. Le deuxième point le plus essentiel, et celui-là, il s'adresse aux jeunes, qui aujourd'hui tous sont connectés aux réseaux sociaux. Il faut profiter de la digitalisation. Mais cette digitalisation, elle doit être soutenue, encadrée. Parce que c'est la digitalisation qui va nous permettre d'être interconnectés en attendant qu'on ait des ports, des rails, des avions, etc. On devrait avoir un corridor maritime. Pourquoi il n'y a pas un corridor maritime en Afrique entre l'Algérie, la Mauritanie et le Sénégal? Le problème des routes serait réglé. Parce que ces gros porteurs qui détruisent nos routes peuvent être réduits par des transports maritimes. Aujourd'hui, je dois pouvoir transporter un conteneur de Dakar à Nouakchott aisément par un bateau. Où sont les investisseurs? Où sont les banques? Aujourd'hui, tout l'argent que nous avons est investi dans des blocs de béton. De sorte que dans nos capitales, aujourd'hui, on n'a même plus des aires de promenade. Alors qu'il y a d'autres alternatives à l'enrichissement et à l'investissement. Il faut orienter les hommes d'affaires, il faut encadrer le service privé, le secteur privé. Il faut donner des orientations, il faut appeler les acteurs privés à investir dans les secteurs utiles. D'accord. Le secteur de la santé aujourd'hui est souffrant. N'oublions pas que nous sommes sortis de la Covid et de la Covid, nous devons apprendre quelque chose. La Covid nous a complètement mis en évidence notre indépendance, notre incapacité de produire même des masques, des alcogels. D'accord. N'oublions pas ça. Demain, on peut avoir un autre phénomène qui va venir, une autre pandémie. Il faut qu'on soit préparé à que nous-mêmes en Afrique, qu'on puisse construire nos lits d'hôpitaux. Et c'est cette indépendance qui est importante aujourd'hui. Il est temps qu'on arrête d'importer le riz. On a des terres cultivables, mais les mécanismes ne sont pas là. Nous avons des leviers et il n'y a pas de mécanisme. Et c'est parce qu'à un certain moment, après, on devient ridicule. Chaque fois, on rebelote. On fait des conférences, on fait des forums, et au sortir, il n'y a pas de suivi d'exécution. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Benjeroum. Donc, avant de continuer les discussions, je donne la parole au président de la Chambre de commerce de Dakar, pour revenir un peu sur le premier thème, qui consiste à comment faire du secteur privé un accélérateur de l'intégration économique. Donc, au maximum 5 minutes. Merci beaucoup, Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je m'excuse d'abord d'avoir venu un peu en retard, mais aussi je vais mettre ça à profit parce que les experts m'ont devancé et que parler de ce sujet derrière le directeur du commerce extérieur n'est pas une mince affaire pour moi. Mais en tant que président de la Chambre de commerce, moi je voudrais vraiment aller sur les choses pratiques. Donnez-nous des pistes qui nous permettent quand même d'avancer. Des produits, par exemple, qui peuvent nous permettre de commercer. Nous savons qu'au niveau de la Mauritanie, il y a par exemple du fer. Au Sénégal, certes, nous avons du fer, mais eux, ils l'ont développé depuis longtemps. Ils ont des produits finis. Notre problème, c'est ces produits finis qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent des pays d'Europe et d'ailleurs. Donc, il faut vraiment commencer par régler ces genres de problèmes. On voudrait vraiment commercer directement avec nos amis mauritaniens. Donc, c'est aux experts de nous proposer des produits que la Mauritanie a déjà développés. Et nous, au Sénégal, par exemple, nous avons nos produits maraîchers. Et que là aussi, on peut le mettre sur cette
balance, afin de permettre de commercer et de commercer vite. Le reste, on laisse ça avec nos experts. Mais nous, en tant qu'opérateur économique... Monsieur le Président, oui. Vous les aurez jeudi soir. Pardon? Vous les aurez jeudi soir. Voilà, merci. Donc, monsieur a parlé. Donc, je pense que pour ce qui nous concerne, nous avons hier signé une convention entre la Chambre de commerce de Dakar et la Chambre de commerce de Mauritanie. C'était pour aller dans des choses pratiques. La vision vraiment est claire. On veut vraiment développer les échanges intra-africains. Ça, on peut le comprendre. Mais commençons par la Mauritanie et le Sénégal. Et nous, en tant qu'opérateurs, si nous avons des pistes claires, on peut orienter les opérateurs pour qu'ils puissent aller à Mauritanie, faire des conventions et du partenariat direct avec nos amis du secteur privé mauritanien, vice-versa. Donc, moi, je pense que mon intervention, je ne peux que parler de l'utilité quand même de ce programme. Parce que ça peut régler beaucoup de choses pour nous, parce que je pense que c'est utile, mais aussi ça peut nous permettre quand même d'écouter beaucoup de prospection que nous faisons à l'extérieur. Donc si maintenant nos experts nous permettent quand même d'avancer et de faire des propositions concrètement, je pense que ça va vraiment nous aider à pouvoir développer la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal. Ceci dit, les conventions, si on les développe, ça peut vraiment faire avancer les choses. Et certes, il y a des problèmes dans ces pays, des problèmes listés, mais il y a aussi des esquisses. Prenons l'exemple de la création du port de Rosso. Ça aussi, on peut vraiment saluer ces efforts. On doit vraiment continuer vraiment dans cette direction pour pouvoir quand même régler ces problèmes d'infrastructure. Et aussi essayer de voir, on parlait tantôt des problèmes de transport, là aussi c'est des problèmes à régler et à revoir. En tout cas, nous, opérateurs des deux pays, on doit vraiment s'engager de faire et de voir ce qui est possible pour développer quand même davantage nos relations. Parce que si on laisse comme ça, les autres continuent à nous fourguer des produits finis. Et ça ne peut pas nous développer. Ce qui peut nous développer, c'est de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Vraiment, on doit vraiment faire de sorte pour réaliser la coopération dans ce sens. Donc, je ne voudrais pas être long, mais ce sont ces quelques remarques que je voudrais parler en direction du secteur privé des deux pays. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Dakar. Je voudrais excuser Monsieur le ministre qui a un appel du Premier ministre, donc qui était obligé de sortir, de quitter la salle. Je pense que nous venons de conclure ce panel de très haut niveau d'éminents experts. Je voudrais encore remercier l'ensemble des experts qui ont participé à ce panel. Et très rapidement, un dernier mot de la fin. Tour de table, maximum 2 minutes, parce que nous devons enchaîner avec le dernier panel sur l'agriculture. Donc, j'ai démarré par son Excellence, donc M. Moubarak, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Le Président, je lui disais jeudi, je pense que même demain, je vais faire en sorte que les organisateurs reçoivent le document. Donc, on va faire une note pour le Sénégal, pour commercer avec la Mauritanie, pour la Mauritanie pour commercer avec le Sénégal. Voilà. C'est le seul mot que je dis. Merci. Bon, moi, le mot de la fin, c'est d'encourager encore l'Afrique, parce qu'en fait, je vais faire référence hommage à mon grand frère, mon beau-frère, professeur Cheikh Sadbou Camara, qui lui avait édité un livre intitulé Afrique Espérance. Afrique Espérance, donc souligner tous les bienfaits, toutes les réussites qui ne sont souvent pas soulignés, mais qui constituent un capital résultat. Donc, je pense que nous avons fait des efforts, nous allons continuer à les faire, et j'encourage tout le monde et je m'encourage. Je vous remercie.
Donc, on va commencer. Monsieur le Président, vous avez le micro, gardez-le comme ça, voilà. Bon, c'était pour simplement encourager. C'est une première, certes, mais je pense que la suite, on va le faire en Mauritanie. On va s'organiser davantage pour que l'exemple qui nous vient de la Mauritanie, qu'on puisse vraiment, nous aussi, le faire à Nouakchott. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le directeur du commerce extérieur de Mauritanie. Merci. De ma part, je ne peux que soulever en fait deux points. Le premier, c'est de savoir que le commerce, en fait, c'est un terme polysémique. C'est-à-dire que quand on parle du commerce, systématiquement, on a en tête l'idée du commerce des biens. Il faut savoir qu'il y a également le commerce des services. Et ça, c'est une dimension qu'on n'a pas prise en considération. Et pour nous, à mon sens, le commerce des services, c'est bien. Le commerce des services, c'est le transport, c'est les télécommunications, c'est les systèmes financiers, plutôt les services financiers. Il ne peut pas y avoir un commerce sans mécanisme financier, sans transport, sans télécommunication. Donc ça, c'est une dimension qu'il fallait prendre en considération. La deuxième, la dernière des choses, c'est que j'invite en fait mon collègue de la direction du commerce extérieur. On a soulevé un point qui est tout à fait important et je pense que M. le Président également l'avait mis en évidence. C'est d'essayer de créer une commission, en tout cas conjointe, mixte en fait entre les deux pays, et pour qu'on puisse travailler sur les dimensions en fait qui posent obstacle, c'est-à-dire le fait de voir qu'est-ce que la Mauritanie peut exporter et que le Sénégal est capable d'importer, et vice-versa, ce que le Sénégal est capable d'exporter que la Mauritanie importe alors qu'il est en train de l'importer depuis ailleurs, et ça c'est quelque chose qui va dans l'ordre de ce forum-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais dire quelque chose d'assez particulier. Moi, je crois profondément à la ZLECAf, au marché continental. Au début, on nous a posé beaucoup de questions. Il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça marche? J'ai l'habitude de dire que la particularité de notre continent, c'est qu'on fait les choses souvent à l'inverse ou à rebours. Après, on vient corriger parce que comme tel qu'on le voit, on a négocié beaucoup d'instruments très rapidement et nous-mêmes à un moment, on se sentait très fatigués, et notamment en tant que pays en développement et pays moins avancés, on sentait qu'il y avait énormément de défis à relever en termes de mise en œuvre de la ZLECAf. Maintenant, pour la particularité donc du continent, c'est que il ne fallait pas attendre, il fallait qu'on aille rapidement vers ces instruments-là pour que, après, en tant qu'État, qu'on puisse, par l'expérience, apprendre progressivement à construire donc, le marché continental. Comme on dit, hein, on marche un peu, on titube, on tombe, on va se relever parce que aussi, vous connaissez un peu les enjeux. À un moment, on avait vu la prolifération de beaucoup d'accords, de méga-accords commerciaux au niveau donc, mondial. Donc, nous sommes très contents qu'on ait cet accord-là. Cependant, je suis tout à fait d'accord que la priorité pour nous, même si on a la ZLECAf n'est pas comme la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une union douanière. Donc ici, on est dans le cadre d'un accord de libre-échange. Les pays voisins et l'espace communautaire régional constituent une priorité pour nous. Et dans cette priorité aussi, je pense que les pays qui sont voisins devraient déjà commencer à, comme vous l'avez dit, à éliminer un peu tout ce qui concerne donc, les obstacles au commerce. Nous avons déjà commencé ce travail-là, par exemple, avec la Gambie, qui devrait constituer en tout cas l'un de nos principaux partenaires commerciaux, et la Mauritanie devrait en être le même, y compris donc le Mali. Parce que, comme on dit, notre premier marché d'abord, c'est le marché intérieur, mais ensuite, on devrait plutôt nous concentrer donc, sur le marché donc, de la sous-région, tout en sachant que, donc, pour ce qui concerne l'avenir du commerce, c'est le marché continental qui va donc, porter la croissance qu'il faut pour la prospérité de l'Afrique. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci. Bref, je pense que nous avons débattu des questions très importantes. Il est indiscutable que la zone de libre-échange continentale africaine est un instrument indispensable pour la coordination et l'intégration des économies africaines.
Mais il est sûr que pratiquement tous les pays qui ont déjà ratifié la ZLECAf ont déjà commencé à mettre en place des stratégies nationales ZLECAf pour la mise en œuvre et le raffermissement justement des mesures de nature à aider à exploiter, à tirer les meilleurs profits de la ZLECAf. Ceci étant, je crois qu'il est utile pour les deux pays qui sont les nôtres, la Mauritanie et le Sénégal, de commencer d'abord par renforcer davantage le rôle des commissions de coopération bilatérale entre les deux pays. À travers celle-ci, prendre les mesures nécessaires pour une meilleure coordination des politiques commerciales qui doivent et qui ne doivent pas obligatoirement être contradictoires. Donc je crois que si on coordonne bien nos politiques commerciales, ce serait à l'interne le meilleur moyen de tirer profit de la ZLECAf, mais également vis-à-vis aux tiers, ce sera, à mon avis, le meilleur instrument pour mieux renforcer cet intérêt à tirer de la zone de libre donc continentale. Bien naturellement, comme on l'a soulevé, tout cela est fonction de l'offre de chaque pays. Si on n'a pas quelque chose à offrir aux tiers, les instruments préférentiels ne serviraient à rien. Pour ce faire, je suggère que des programmes de mise à niveau des entreprises au niveau de nos pays respectifs, des programmes rigoureux de mise à niveau des entreprises devraient être rapidement élaborés et suivis. Et à partir de cela, il faut que les pouvoirs publics au niveau de chaque pays sachent que le moteur de croissance est le secteur privé. Donc, pour que le secteur privé assume son rôle, il faut davantage de programmes de renforcement de capacité, que ce soit au niveau opérationnel ou que ce soit au niveau du top management. Je crois que ces conditions assurées, les deux pays auront l'avantage certain de pouvoir mettre en œuvre efficacement la ZLECAf et avec les nouvelles perspectives, nous l'espérons, du domaine gazier, nous aurons davantage de possibilités de renforcer davantage cette position et donc de devenir, je l'espère sous peu, des leaders de placement au niveau africain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Donc, avant de conclure, sous la permission des organisateurs, je vais suggérer d'avoir deux intervenants, côté sénégalais et marocain, surtout de préférence secteur privé. Mauritanien du moins, un par pays, pour une contribution de préférence secteur privé pour deux personnes. Derrière. Vas-y. Sénégal. Mauritanie. Partie Mauritanie. Vas-y. L'autre. Vas-y, monsieur. Bonjour tout le monde. Donc je me présente, moi c'est Abdelmejid Chérif. Je suis un entrepreneur et je travaille aussi bien en Mauritanie qu'au Sénégal. D'abord, c'est une excellente initiative qui a été faite ici, parce qu'elle permet effectivement de rapprocher les deux pays frères et qui sont très très liés depuis des siècles. Et il y a de très belles choses qui ont été dites ici en matière de cohésion. Il y a beaucoup de bonne volonté qui est là. Je vais vous donner un point de vue pratique, quelque chose de réel sur le terrain pour un opérateur privé et auquel je pense qu'on devrait penser. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, que ce soit mauritanien ou sénégalais,
Si j'amène par exemple, je dis, des moutons au Sénégal que je vais vendre, lorsque j'aurai vendu ces moutons, j'ai besoin de rapatrier l'argent en Mauritanie. Et là, la première chose qui passe à la tête, c'est de passer par le marché informel. Si je vais ouvrir une entreprise au Sénégal, j'ai besoin d'avancer de la trésorerie. Là encore, on va penser au secteur informel. C'est le cas aujourd'hui. La même chose pour les Sénégalais qui vont venir et qui sont dans le BTP, parce qu'il y en a beaucoup en Mauritanie. Les revenus qu'ils vont récolter seront aussi obligés de passer par le secteur informel. À un certain moment, si on veut accéder à un volume plus élevé de commerce, on ne peut pas transporter des valises, des centaines de millions de CFA ou des centaines de millions d'Ouguiya et risquer d'aller déposer dans le secteur informel. Donc ce qui veut dire que le cadre aujourd'hui est un frein dans cet échange commercial et financier entre les deux pays. Et je pense que si on veut vraiment régler ce problème d'échange entre la Mauritanie et le Sénégal, il va falloir inviter les deux gouverneurs de la Banque centrale ici et qu'ils puissent s'engager devant tout le monde à trouver des solutions réelles par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans le déni. On a des besoins qui sont là. Ce sont des besoins réels, des opérations en capital qu'il faut pouvoir faire au bout des doigts, c'est-à-dire sur des applications téléphoniques, comme ce qui se fait dans certaines régions du monde. Aujourd'hui, l'Union européenne ou autres, ils sont très avancés là-dessus. Donc, si on veut vraiment débloquer tout ça, il faut d'abord passer par l'aspect financier, les opérations en capital. Ça sert à quoi que j'ai des incitations fiscales au Sénégal de part et en Mauritanie et que je puisse, si je ne peux pas faire, voyager avec moi le capital. Ça ne sert à rien du tout. Donc, je pense que réellement, la prochaine session, il faut inviter les gouverneurs et les sensibiliser à cela, mettre en place un vrai comité qui va avancer sur ces sujets, trouver des formules, des packages. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on a comme digitalisation, il n'y a pas une raison pour ne pas qu'on puisse lever cette barrière. Et merci. Merci beaucoup. C'est comment, monsieur? Derrière. Bonjour à tous. Écoutez, je vais passer mon tour parce que ce que je voulais intervenir, je l'ai dit. Mais aussi, je vous renvoie vraiment à voir la réglementation relative aux relations financières extérieures de l'État, de lui et moi. Je pense que pour nos deux chambres de commerce, c'est important que ce plaidoyer soit mené dans ce cadre pour de futures collaborations. Ici devant. Oui, vas-y. Une exception. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je ne suis pas dans le privé, je suis là à titre particulier. Je suis le président de l'initiative pour la sauvegarde de l'entente mauritano-sénégalaise. Et je suis dans mes fonctions vice-président de la Commission africaine de l'énergie nucléaire, qui dépend de l'Union africaine. En parlant du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est la zone exclusive économique, moi je pense que je vais partir d'une affirmation. L'histoire est une page qui a été écrite. Le futur est une page vierge qu'il faut écrire. Et donc cette zone est une page vierge que les Africains sont en train d'écrire pour le futur. Donc c'est un objectif. Parlant de relations entre le Sénégal et la Mauritanie, tout ce que nous disons aujourd'hui, ça a été fait dans le passé. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je voyais beaucoup de produits sénégalais qui arrivent en Mauritanie. Et je voyais beaucoup de produits mauritaniens qui allaient au Sénégal. D'ailleurs, je travaillais à l'époque dans une entreprise qui s'appelle la Samia et qui vendait de plâtre. Et donc, on exportait notre plâtre vers les autres pays africains, notamment vers le Nigeria, à partir de Dakar.
Et je me rappelle aussi que les macaronis mauritaniens se vendaient ici à un moment donné. Et nous étions approvisionnés aussi à partir du Sénégal de légumes et de produits de boissons et divers. Voilà donc pourquoi ça s'est arrêté. C'est la question qu'il faut résoudre. Je me réjouis que le président de la Chambre de commerce a bien cerné le problème. Je crois qu'il faut être pratique. Il faut voir les opportunités commerciales qui puissent exister entre les pays, les recenser et commencer à travailler là-dessus. Et je pense que si les deux pays arrivent à faire ce que le président de la Chambre de commerce a dit tout à l'heure, nous aurons beaucoup avancé dans cette intégration économique entre les deux pays. Dernière chose, il faudra aussi que les États pensent à mettre en place des projets comme le projet gazier. Parce que c'est extrêmement important que les destins des pays soient liés. Et il ne peut être lié qu'à travers des projets de cette dimension, parce que de ces projets dépend la survie de ces États. Et la dernière chose, je pense que la volonté politique est très importante. Sans volonté politique, il n'y a pas de relation bilatérale. Merci. Merci. Monsieur le Président, mes équipes me disent qu'à 20h, ils peuvent vous donner la liste. À 20h. Ils peuvent vous donner la liste. À 20h. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que nous sommes... Hein? D'accord. L'autre, s'il te plaît. Bon, une dame, une dernière fois. Vas-y, madame. Le débat est passionnant. Allez. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Effectivement, monsieur, bonjour à tout le monde. Le débat est passionnant. Nous sommes des femmes, des chefs d'entreprise, des femmes. Je me présente en tant que présidente du réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambiennes, Mauritanie et Nigeria. Donc, nous allons vers des foires. Nous sommes dans le commerce. Nous traversons des difficultés que tout le monde connaît, surtout à propos des barrages. Monsieur, moi, j'ai entendu l'Union africaine et l'Union européenne. Je suis partie en Europe. J'ai fait de Paris en Italie. Italie, Autriche. Ce n'est qu'au Sénégal que j'ai ouvert mes bagages. Ils m'ont dédouané. Mais ici, on nous dit l'Union africaine. Mais nous allons aux frontières. On dédouane, après on débute avec les barrages. Barrage, barrage sur barrage. Et chaque barrage, il faut payer. Nous avons un autre problème. J'ai entendu monsieur le dire tout à l'heure, le problème du transport. Les transports coûtent excessivement cher, surtout les transports aériens au niveau de la sous-région. Comment payer un billet d'avion 300 000 entre Sénégal et Mauritanie pour 1 heure de vol, même pas 1 heure de vol? Est-ce que c'est logique? C'était juste une petite intervention avec toutes mes excuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Ça montre que la question de facilitation des échanges également occupe une place centrale par rapport au libre-échange. Je pense que le débat a été passionnant, comme j'ai dit. Profiter de l'occasion pour féliciter l'ensemble des participants, des experts, l'État et le secteur privé. Et je comprends un peu le comportement du secteur privé et leur approche. Et je pense qu'en tant qu'État aussi des deux pays, nous devons essayer d'être des facilitateurs pour la réussite des investissements. Déjà, on a un grand pas, la proposition du Dr Moubarak Lo, qui va proposer d'ici 20 heures une approche au président des chambres de commerce pour avoir beaucoup plus de visibilité par rapport à l'intégration du commerce entre les deux pays. Je remercie tout le monde. Peut-être j'ai quelques idées à partager
vu le débat, surtout pas pour deux secteurs privés. Il faut essayer de réfléchir pour la mise en place d'une chambre de commerce consulaire entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc peut-être ça pourrait être un cadre, bien un comité stratégique comme ça a été proposé par M. Lo, des deux pays, qui va permettre aussi d'avoir souvent des approches, des réunions, des consultations pour faciliter l'accès à l'investissement du secteur privé des deux pays. Le reste, c'est par rapport aux mesures de sauvegarde de chaque pays, comme même au niveau de la ZLECAf, chaque pays aussi a des mesures de sauvegarde et de protection de son économie. Mais tout peut être soulevé et relevé comme défi d'avoir des facilités de coopération économique par rapport à des secteurs cibles comme l'agriculture, BTP, tant d'autres, par rapport aux avantages comparatifs de chaque pays. En tout cas, on aura l'occasion, comme nous sommes frappés par le temps, de continuer les discussions, comme il y a un autre panel qui va suivre, peut-être après donner des instructions aux deux directeurs du commerce extérieur pour réfléchir sur le cadre. Peut-être, comme j'ai dit pour le secteur privé aussi, réfléchir sur un cadre stratégique comme une chambre consulaire entre les deux pays, qui va donner beaucoup de solutions par rapport au débat qui a été lancé. Je remercie tout le monde et peut-être donner un rendez-vous aussi au prochain panel aussi. Donner un rendez-vous également à la prochaine mission. Donc, en tant que secrétaire d'État aussi, avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, il y a des perspectives de collaboration qu'on va mener ensemble et même une visite en Mauritanie qui va permettre de faciliter tout ça et de concrétiser la relation économique qui lie les deux pays. Je remercie tout le monde et je vous donne rendez-vous au prochain panel. Merci.